Jack London, Gros-Blanc. Chapitre 7. Le mur du monde. Depuis que la louve s'était mise à chasser, le louveteau restait seul à la tanière. À coups de nez et de tape, sa mère lui avait signifié la défense de s'approcher de l'entrée de la grotte, défense d'autant mieux respectée qu'une crainte spontanée l'en tenait éloigné. Durant sa courte vie, le petit loup n'avait jamais rien eu à craindre, et pourtant la crainte l'habitait. Elle lui venait par l'instinct, héritée des générations et de générations de loups, à travers l'expérience directe de ses parents. Toute la bête qui vit dans le wild a pour héritage cette crainte ancestrale. Enfin, le louveteau connut la crainte avant même de savoir ce que c'était. Sans doute cela était-il pour lui une des nombreuses restrictions apportées à l'existence, au même titre que les rudes bousculades de sa mère, la faim qui le tenaillait au cours des famines, ou l'étroitesse de la caverne. C'était un fait, et comme il ne connaissait rien d'autre, il n'y avait qu'à l'accepter. Obéir à la loi, c'était échapper au coup, et donc travailler à son bonheur. Sans raisonner comme l'eût fait un petit homme, il classait dans son cerveau les choses en celles qui font mal et celles qui ne font pas mal. Par conséquent, il suffisait d'éviter les premières pour profiter des secondes. Ainsi, tant par soumission à la volonté maternelle que par crainte instinctive, il restait dans la tanière sans approcher de la sortie, qui demeurait pour lui un mur plus clair que les autres. Quand la louve était absente, il dormait la plupart du temps. Ou bien il restait tranquillement couché, surveillant le mur lumineux par où sa mère rentrerait, et réprimant les cris plaintifs de faim qui lui nouaient la gorge et retroussaient son museau. Un jour, comme il était couché tout éveillé, il entendit un son bizarre qui provenait du mur lumineux. Il s'agissait d'un glouton, ce petit carnassier féroce du wild qui, tremblant de sa propre témérité, reniflait avec précaution, cherchant ce que la caverne pouvait bien contenir. Le louveteau, naturellement, ne savait pas ce qu'était un glouton. Il savait seulement que ce reniflement était bizarre, qu'il n'était pas classé dans les bruits familiers, et partant, qu'il était chargé d'un inconnu redoutable. Et l'inconnu est l'un des principaux éléments de la peur. Le louveteau eut donc peur. Son poil se hérissa sur son dos, mais il resta parfaitement immobile et silencieux, attendant, épouvanté, que le bruit cessât. Il resta longtemps ainsi, pétrifié de peur et le cœur battant. En rentrant, la louve se mit à gronder en sentant l'odeur du glouton, et ne fit qu'un bond dans la tanière. Elle lécha longueusement son louveteau, et le pétrit avec le nez, pleine d'une tendresse inaccoutumée. Le petit loup en conclut vaguement qu'il avait dû échapper à un grand danger. Mais d'autres forces contraires se développaient aussi chez le louveteau, dont la principale était le désir de croître et de vivre. L'instinct et la loi lui commandaient l'obéissance. Le désir de croître et de vivre lui commandait le contraire, car croître et vivre poussent vers la lumière, et nulle défense ne pouvait venir contre cette force qui montait en lui avec chaque bouchée de viande qu'il avalait et chaque bouffée d'air qui remplissait ses poumons. Si bien qu'à la fin, la vie prit le dessus et balaya la crainte, et le louveteau rampa vers le mur lumineux. Il fut surpris. Au contraire des parois obscures qui le heurtaient rudement, ce mur-là semblait reculer au fur et à mesure qu'il s'en approchait. La matière dont il était fait semblait perméable et bienveillante. Il pouvait entrer sans se baigner dans ce qu'il avait cru être de la pierre. Et même, le mur semblait gagner en clarté. La crainte l'agita de nouveau, et il pensait revenir en arrière quand, brusquement, le mur prit fin, et il se retrouva en dehors de la tanière. Le mur s'était éloigné, avait reculé à l'infini. En même temps, la lumière s'était faite vive et crue, et blessait ses yeux habitués à la pénombre. Ahuri par cette soudaine et effrayante extension de l'univers, le louveteau resta d'abord immobile. Un instant après, ses yeux s'étaient accoutumés, et il regardait avec intérêt le nouvel aspect qui avait pris le monde. Le mur était maintenant tout bariolé, se composant des arbres penchés au-dessus du torrent, de la montagne en face qui dominait les arbres, et du ciel bleu qui était encore au-dessus des montagnes. Une nouvelle crainte saisit alors le louveteau, car tout cela était encore du terrible inconnu. Son poil se hérissa, et devant cette hostilité qu'il soupçonnait, ses babines retroussées laissèrent échapper un petit grondement féroce et tout à fait menaçant.
Tout effrayé et petit qu'il était, le louveteau défiait l'immensité de l'univers. Rien ne se passa. Il continuait à regarder et trouvait cela si intéressant qu'il en oublia bientôt de gronder. Il oublia aussi qu'il avait peur. Il remarqua tout d'abord les objets tout près de lui, la partie proche du torrent qui brillait au soleil, un sapin mort et desséché qui se dressait au bas de la pente, et la pente elle-même qui montait jusqu'à lui, s'arrêtant à 2 pas de la tanière. Jusqu'alors, le petit loup avait toujours vécu sur un sol plat. Il ignorait en conséquence les lois essentielles de la chute des corps, et désirant voir plus loin, il mit bravement les pattes de devant dans le vide, en sorte qu'il tomba la tête la première sur la pente. Le sol dur le frappa violemment au museau, lui arrachant un gémissement de douleur. Puis il commença à rouler sur lui-même vers le bas de la pente. Une terreur folle s'empara de lui. Le terrible inconnu l'avait saisi et ne le lâchait plus. Il ne pouvait manquer de l'écraser dans quelque effroyable catastrophe. L'élan vital était bel et bien en déroute, et le louveteau poussait des jappements terrifiés, ni plus ni moins qu'un petit chien. Fort heureusement, la pente devenait de moins en moins raide, et le louveteau finit par s'arrêter sur un terre-plein, de gazon, plutôt moins inconfortable qu'il ne le craignait. Il jeta un dernier gémissement de terreur, puis poussa un long cri d'appel. Après quoi, comme un acte des plus naturels et qu'il aurait fait déjà toute sa vie, il se lécha et fit sa toilette pour se débarrasser de la terre qui le couvrait. Cela fait, il s'assit sur son arrière-train et entreprit de considérer les choses comme pourrait le faire le premier homme débarquant sur la planète Mars. Le petit loup avait brisé le mur du monde, et le terrible inconnu l'avait finalement relâché sans aucun mal. Mais le premier homme sur la planète Mars fut parti à l'aventure sur ce monde nouveau avec beaucoup moins de tranquillité que ne le fut le petit loup. Parfaitement ignorant de ce qui pouvait exister, sans préjugé aucun, le louveteau s'improvisait parfait explorateur. Sa curiosité était insatiable. Il examina l'herbe sur laquelle il était assis, la mousse, les plantes qui poussaient autour de lui, le tronc mort du sapin qui se dressait non loin. Un écureuil qui courait autour du tronc rugueux vint le heurter de plein fouet. Ce fut une nouvelle terreur. Il gronda et se recula vivement. Mais l'écureuil avait eu au moins aussi peur que lui, et ayant escaladé comme une flèche l'arbre mort, se mit à pousser des piaulements indignés et sauvages. Ce fut un peu de réconfort pour le louveteau qui reprit courage, et malgré un pivert qu'il rencontra et qui lui donna le frisson, il poursuivit son chemin avec confiance et résolution. Une telle confiance même qu'un oiseau des élans, s'étant étourdiment posé sur sa tête, il n'hésita pas à le chasser d'un coup de patte. Il reçut en réponse un formidable coup de bec sur le nez qui le fit choir à la renverse sur l'herbe avec un hurlement de désespoir. Ces cris effrayèrent à son tour l'oiseau des élans qui s'enfuit effaré à tire-d'aile. Le petit loup prenait de l'expérience. Son cerveau, mal dégrossi, se livrait à un immense travail de classification. Il y avait des choses vivantes et d'autres choses qui n'étaient pas vivantes. Les premières, il valait mieux s'en méfier. Les secondes restaient toujours à la même place, tandis que les choses vivantes allaient et venaient sans qu'on pût savoir pourquoi. La vigilance s'imposait. Ce n'était pas simple non plus de marcher. Les branches, dont on avait mal jugé la distance, avaient l'horrible habitude de vous entrer dans l'œil sans prévenir, ou bien de vous frotter les côtes. Le sol n'était pas sûr, plein de trous et de bosses qui vous faisaient choir en avant ou en arrière. Il se cognait ou se tordait la patte, puis les pierres et les cailloux basculaient brusquement quand il marchait dessus. Bref, le monde était plein de dangers, et il en conclut que les choses non vivantes n'étaient pas tout aussi solides que les parois de la caverne, et aussi que les petits objets sont moins stables que les gros. Mais chaque pas l'adaptait mieux au monde vivant. C'était la joie et l'émotion inséparables d'un premier début. La chance aussi, car ce chasseur de viande qui s'ignorait tomba par hasard sur de la viande vivante dès son premier pas dans le monde. Une chance imprévue, née de sa maladresse, qui le fit choir littéralement dans un nid de ptarmigans. Il marchait prudemment sur un tronc d'arbre renversé lorsque l'écorce pourrie céda sous son poing.
Avec un cri d'angoisse, il roula sur le tronc et culbuta dans un petit buisson qu'il traversa de part en part pour se trouver au beau milieu du nid de ptarmigan, admirablement camouflé et contenant 7 poussins étonnés et piaillants. Le louveteau eut d'abord grand-peur, puis la petitesse des poussins le rassura, et il s'enhardit jusqu'à oser poser la patte sur l'un d'eux. Les piaillements en redoublèrent ainsi que, à sa grande joie, les mouvements désordonnés. Il flaira le poussin, puis le prit dans sa gueule. Le poussin se débattit et lui passa la langue avec son bec. Sous l'effet de la surprise et de la douleur, le louveteau referma les mâchoires, et les os fragiles craquèrent et le sang chaud coula sur sa langue. Le goût était bon. La viande ressemblait à celle que lui apportait sa mère, mais comme elle était chaude et vivante, elle était bien meilleure. Il dévora donc le petit ptarmigan, puis sans façon fit subir le même sort à toute la couvée. Alors, il se pourlécha les babines, comme faisait sa mère, et rampa pour sortir du nid et du buisson. Il ne comprit pas très bien quel était le tourbillon de plumes blanches qui l'assaillait brusquement. C'était la mère ptarmigan qui accourait. Ahuri par cette avalanche, aveuglé par les coups d'ailes furieuses, il se cacha la tête entre les pattes et hurla. L'oiseau, au comble de la fureur, redoublait de ses coups, si bien qu'à la fin la colère envahit aussi le louveteau. Il se releva, frappa des pattes en grondant et enfonça ses petites dents dans l'aile du ptarmigan qui se mit à secouer avec rage. Le ptarmigan continua à le fouetter vigoureusement de son aile libre. C'était la première bataille du petit loup, et il en oubliait de la peur de l'inconnu, ne songeant qu'à se défendre contre cette chose vivante qu'il mordait et qui avait aussi l'air bonne à manger. L'instinct joyeux de tuer était en lui, et après avoir tué de petites choses vivantes, il voulait maintenant en tuer une grosse. Tout en grondant, il mordait solidement l'aile de la poule ptarmigan qui, après l'avoir traînée hors du buisson, essayait maintenant de y repousser pour se mettre à l'abri, tandis que lui, au contraire, résistait et essayait de l'entraîner vers l'espace libre. Les plumes volaient partout comme de la neige. Au bout d'un moment, l'oiseau parut cesser la bataille. Le louveteau le tenait toujours fermement par l'aile, et aplati sur le sol, les deux combattants se regardèrent un instant. Puis la poule de ptarmigan se mit à le frapper du bec sur son museau déjà endolori par les précédentes aventures. Il ferma les yeux sans lâcher prise. Les coups du bec redoublèrent et se mirent à pleuvoir dru comme de la grêle sur le malheureux museau. Le louveteau commença à reculer, mais comme dans son émotion il avait oublié qu'il tenait entre ses dents l'aile de l'oiseau, il l'entraînait à cette fuite et les coups pleuvaient de plus belle. Toute ardeur belliqueuse s'était éteinte chez le petit loup, qui, avec un glapissement, finit par relâcher sa proie et battre fort peu glorieusement en retraite. Il n'alla pas très loin. Il se coucha non loin du buisson, la langue pendante, essoufflée, et gémissant sous les élancements de son nez tuméfié et endolori. Comme il se reposait là, il eut soudain l'obscur sentiment que quelque danger était suspendu au-dessus de sa tête. Toute sa terreur de l'inconnu le reprit, et instinctivement il recula sous le couvert d'un buisson voisin. Au même instant, quelque chose d'ailé passa près de lui, silencieux et rapide, tandis qu'un grand souffle faisait courber les brins de l'herbe. Un faucon, plongeant des nuages, l'avait manqué de peu. Remis de son émotion, le louveteau se mit à inspecter brutalement les alentours. De l'autre côté de la clairière, la poule ptarmigan voltait avec désespoir au-dessus de son nid dévasté. Toute à sa douleur, elle ne faisait absolument pas attention à ce qui se passait autour d'elle. Le louveteau vit la plongée silencieuse du faucon, sa remontée comme un éclair, les serres enfoncées dans le corps du malheureux volatile, les soubresauts de la victime qui se débattait en un cri d'agonie, et le rapace, vainqueur, qui disparaissait dans le bleu du ciel emportant sa proie avec lui. Ce ne fut que longtemps après que le louveteau se hasarda à quitter son abri. Il avait beaucoup à apprendre. Les choses vivantes étaient de la viande et de la viande bonne à manger. Mais quand elles étaient assez grosses, les choses vivantes pouvaient donner des coups. Il convenait donc de n'attaquer que de petites choses vivantes, comme les poussins de ptarmigan, plutôt que des grosses comme leur mère, ou encore le faucon qui avait emporté le ptarmigan. Des ptarmigans, d'ailleurs, il y en avait peut-être d'autres. Il décida d'aller voir. La berge du torrent était tout près. Jamais jusqu'alors le louveteau n'avait vu d'eau.
La surface paraissait unie, tout à fait propre à une petite promenade. Il s'avança donc hardiment et s'enfonça immédiatement avec un glapissement de terreur, repris par le terrible inconnu. Pardon. C'était glacé, et il étouffait. Il ouvrit largement les mâchoires pour respirer, et bien entendu, l'eau se précipita. Ce fut pour lui l'image immédiate de la mort. Certes, il n'avait pas une conscience exacte de la mort, mais comme tout animal du wild, il en avait l'instinct. Ce fut pour lui l'arrivée de la catastrophe suprême, définitive, dépassant l'imagination et dont, ignorant tout, il avait tout à redouter. Revenu pourtant, et malgré lui à la surface, il sentit l'air bienfaisant s'insinuer à nouveau dans ses poumons. Dans un sursaut, il se mit à agiter les pattes et tout naturellement resta à la surface. Bref, il nageait. Cela allait beaucoup mieux. La berge qu'il venait de quitter devait se trouver à peu près à 1 mètre de lui, mais comme malheureusement il lui tournait le dos, il entreprit bravement de gagner la rive d'en face, la seule qu'il voyait. Le torrent était fort étroit et rapide en général, mais précisément à cet endroit il s'élargissait en un calme bassin d'une dizaine de mètres de largeur. Il nagea tranquillement jusqu'au milieu, à peu près, quand le courant, reprenant plus de force, le happa au passage et l'entraîna rapidement. Nager ne servait plus à rien. L'inconnu l'avait encore repris. L'eau calme, devenue brusquement furieuse, le roulait sur lui-même, au hasard, au fond, à la surface, de façon imprévisible, le cognant contre les rochers, lui faisant boire de gorgées d'eau glacée et suffocante en l'entraînant dans le rapide. Plus bas, fort heureusement, le torrent s'élargissait de nouveau en un bassin aussi calme que le premier, et où le louveteau, à moitié noyé, se trouva déposé sans douceur sur le gravier, du même côté d'où il était parti. Il gagna la berge terrorisé et s'ébroua avec frénésie. Son éducation s'enrichissait d'une leçon nouvelle. L'eau paraissait douce et solide, mais elle n'était absolument pas solide, et de plus, elle était traîtresse. Ainsi, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être, et il convenait de se méfier sans cesse. La crainte ancestrale de l'inconnu se renforçait de l'expérience rudement acquise. Pourtant, ces tribulations au cours de cette longue journée n'étaient pas encore finies. Ces aventures lui avaient fait prendre conscience de ce que rien au monde ne valait la sécurité ressentie auprès de sa mère, et le désir d'être avec elle grandissait dans des proportions inconnues. Tout comme son corps, son petit cerveau était maintenant fatigué. Il avait eu à supporter plus d'émotions et de fatigue en cette seule journée qu'en toute sa courte vie, et il tombait de sommeil. Aussi, reprit-il le chemin de la tanière, avec une sensation de solitude et d'abandon cruel. Il rampait sous des broussailles lorsqu'il atteint un cri aigu qui l'intimida beaucoup. Une borne jaunâtre passa en même temps rapidement devant ses yeux. C'était une jeune belette qui, comme lui, désobéissant à sa mère belette, découvrait le monde inconnu. Comme elle n'avait que quelques centimètres de long, son extrême petitesse le rassura. À sa vue, elle tenta bien de s'échapper, mais d'un preste coup de patte, il la renversa et la maintint impuissante. Elle se fit alors entendre une sorte de piaulement bizarre et strident, auquel répondit un autre cri aigu comme le premier, et il vit bondir vers lui une autre lueur fauve, à peine plus grande, et sentit en même temps un choc au cou. Les dents de la mère belette s'enfonçaient dans sa gorge. Il glapissait et gémissait en bondissant en arrière, encore plus étonné qu'apeuré. Comment? Cet animal minuscule qui disparaissait avec sa progéniture plus minuscule encore dans l'épaisseur du buisson, cette mère belette n'hésitait pas à l'attaquer. Il ignorait que, par rapport à son poids et à sa taille, la belette est sans doute le plus méchant et le plus redoutable de tous les animaux qui vivent dans le wild. Il n'allait d'ailleurs pas tarder à la prendre à ses dépens. Il gémissait encore lorsque la belette, qui avait mis son petit à l'abri, revint. Cette fois, elle n'attaqua pas comme un trait, mais s'approcha avec précaution, son corps mince serpentant entre les racines et les herbes. Le louveteau eut tout le temps de la voir venir, onduleuse et souple, et se mit à gronder. À ce grondement répondit un cri de la belette qui fit se hérisser le pelage du louveteau, tandis qu'elle approchait encore, et encore plus près, pour parvenir à la bonne portée. Et puis il ne vit plus rien.
La belette avait attaqué d'un bond et se trouvait maintenant attachée à sa gorge, les dents fouillées dans sa chair et le poil avec férocité. Il essaya d'abord de gronder et de combattre, mais combattre contre quoi? Il était trop jeune et ne savait comment s'y prendre. De plus, c'était sa première sortie dans le wild. Son grondement se changea en plainte et ses velléités de combat en efforts pour se dégager. Mais la belette ne relâchait pas sa prise. Suspendue à la gorge du louveteau, elle cherchait avec les dents la grosse artère où bouillonnait le sang de la vie, car c'était là surtout qu'elle aimait à le boire. Le pauvre louveteau vit le paysage se brouiller devant ses yeux et poussa un cri étranglé. Il allait mourir, et nous n'aurions pas eu à raconter son histoire si, fonçant à travers les ronces et les buissons, n'était alors accourue la mère louve, bondissant au secours de son petit. À la vue de ce nouvel assaillant, la belette, laissant là le petit loup, s'élança à l'attaque de la louve et lui sauta à la gorge. Elle la manqua et s'agrippa à sa mâchoire. Mais la mère louve, elle, savait comment s'y prendre. D'une détente de la tête en coup de fouet, elle projeta en l'air la belette, et avant que le mince corps fauve ne fût retombé par terre, elle le happa au vol entre ses mâchoires et le broya d'un seul coup. Ce fut l'occasion d'un nouvel accès de tendresse de sa mère pour le louveteau. Elle le flaira, le caressa du nez, lécha longuement ses blessures causées par les morsures de la belette, et sa joie de le retrouver semblait même plus grande que la joie du louveteau d'avoir été retrouvé. Puis, la mère et le fils mangèrent la mince buveuse de sang et s'en furent dormir à la tanière. Fin du chapitre 7.